Bonjour tout le monde, c'est avec vous Daphné Valsin et je vous dis déjà bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des déterminants sociaux de la santé. En l'occurrence, on va parler de ce qui influence notre santé au quotidien et qui va bien au-delà de l'hôpital. Pour bien aborder ce sujet, j'ai avec moi M. Émile Pantaléon comme d'habitude, mais j'ai aussi le docteur Ewald Varin qui est nutritionniste, mais aussi coordinateur médical pour les assurances de personnes à la IIC. Et lui, il va rentrer dans les détails avec vous, mais bien entendu, M. Pantaléon et moi, nous serons là pour interagir avec lui. Quand on parle des déterminants sociaux de la santé, on veut parler bien entendu de l'alimentation, des activités physiques. On veut parler bien entendu de l'alimentation, les activités physiques, la gestion du stress, le suivi médical et le sommeil de qualité. Je sais, si vous êtes un super branché de notre podcast, vous savez déjà que lors de notre dernière émission, le docteur Blaise avait parlé de l'alimentation, de l'importance de l'alimentation et des activités physiques. Bon, je vais laisser docteur Varin s'introduire et puis on va rentrer rapidement dans le sujet. Et bonjour Daphné, bonjour Monsieur Pantaléon. Bonjour. Et je suis docteur Varin Ewald, donc je suis médecin nutritionniste. Je suis également coordonnateur médical à la IIC. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau. Définitivement, bonjour chers téléspectateurs, content d'être à nouveau avec vous. Donc je pense que nous allons passer un très beau moment où nous allons parler des déterminants de la santé. On va commencer avec l'alimentation. Donc, en quoi est-ce que l'alimentation est-elle aussi importante pour la santé? En fait, par définition, d'abord, on peut dire que l'alimentation, c'est tout ce que vous mangez, qui est différent, par exemple, de la nutrition. La nutrition, c'est les rapports, bien l'interaction qui existe en ce que vous mangez par rapport à comment le corps va réagir. Parce que c'est pas tout ce que vous mangez qui est bon pour le corps. Donc, vous pouvez toujours manger, mais maintenant, c'est le corps maintenant qui va savoir quelle proportion, ou bien quels sont les nutriments nécessaires et qui vont être utilisés au bienfait de l'organisme, ou bien quels sont les nutriments qui seront éventuellement néfastes pour l'organisme. Parce qu'effectivement, il y a des choses que vous mangez, mais qui sont néfastes pour l'organisme. Donc, l'alimentation en soi est importante parce que même s'il y a aussi l'aspect culturel, il faut dire aussi qu'il y a aussi un aspect culturel qui peut influencer sur l'alimentation. Quand je parle d'aspect culturel, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui choisissent de manger telle chose par aspect culturel, donc ils choisissent aussi de ne pas manger telle autre chose. Donc ça aussi, il faut aussi considérer ça. Par exemple, les Haïtiens ont des plats nationaux, donc ils aiment. Mais si vous mettez par exemple cet Haïtien-là, vous lui donnez un plat, par exemple brésilien ou bien cubain, ça peut arriver qu'il ne se sent pas à l'aise, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'y a pas de nutriments qui sont utiles à l'organisme. Mais par aspect culturel, donc ça peut arriver que la personne n'aime pas ce plat-là. Donc il faut aussi voir aspect environnemental aussi. Par exemple, il y a certains aliments qui sont disponibles dans certains pays et qui ne sont pas disponibles aussi dans d'autres pays. Mais en général, tout ce que vous mangez, c'est l'alimentation. Mais maintenant, il est important de voir aussi la finalité de l'aliment. L'alimentation est très importante pour l'organisme parce que c'est l'aliment qui permet à l'organisme de fonctionner. Donc, si vous ne mangez pas, c'est évident que vous n'allez pas rester en bonne santé, vous n'allez pas croître. Donc, il y a des tas de choses que l'organisme va en subir les conséquences énormes. Et c'est ce qui aussi va faire la différence entre quelqu'un, par exemple, qui est normal, qui a une corpulence normale, avec quelqu'un qui a une obésité, c'est-à-dire qui est en surpoids, et quelqu'un qui est malnutri, c'est-à-dire qui n'a pas suffisamment de nutriments pour être en bonne santé. Là, par exemple, il y a certaines personnes qui mangent et puis qui disent « nous bien manger ». Mais des fois, très souvent, leur définition de bien manger, c'est votre plaît. Il n'est pas correspondant à ça que vous-même comme nutritionniste. Exactement. En fait, bien manger ne signifie pas pour autant avoir mangé une grande quantité d'aliments. Justement. Donc, bien manger, ça inclut par rapport qu'est-ce que vous mangez en termes de nutriments qui sera bénéfique pour l'organisme. Parce que ce que vous mangez doit être proportionnel par rapport aux besoins de l'organisme. Donc, si vous ne mangez pas suffisamment par rapport aux besoins de l'organisme, donc ce que vous mangez est insuffisant, donc vous êtes dans un état de malnutrition ou bien de sous-consommation d'aliments. Maintenant, si ce que vous mangez aussi
est beaucoup plus supérieur par rapport aux besoins de l'organisme en termes de nutriments, cela sous-entend aussi que vous serez en surpoids, donc vous serez obèse, donc vous ne serez pas en bonne santé non plus. Je me rappelle avoir lu quelque part que si je mange et que je sens que mon ventre est rempli, c'est que j'ai trop mangé. Exactement. Parce que normalement, la nutrition reconnaît une bonne alimentation, une alimentation qui soit équilibrée, possède les éléments de base en équilibre, bien sûr, c'est-à-dire que en termes de glucides, en termes de lipides, en termes de protéines, donc il y a un équilibre. Je dis glucides. Donc on va élaborer tout à l'heure, bien sûr, mais généralement un aliment qui est équilibré doit avoir les macronutriments essentiels, c'est-à-dire que les glucides, les lipides, les protéines, mais aussi les micronutriments essentiels, c'est-à-dire que les vitamines et aussi les minéraux. Donc cet aliment doit être équilibré le plus que possible. Mais maintenant, si l'aliment n'est pas équilibré, maintenant c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Mais même si l'alimentation est équilibrée, si vous mangez, par exemple, vous mangez un plat, ensuite ce plat-là, vous vous sentez, comme vous le dites, que votre ventre est très rempli, il y a un problème. Parce qu'il y a quelque chose que nous préconisons en nutrition, c'est le fractionnement des repas. Donc c'est mieux de fractionner les repas que de manger, par exemple, vous choisissez par exemple de manger en mi-journée, ce que nous appelons par exemple le déjeuner. Par exemple, le matin, c'est surtout le petit déjeuner. En mi-journée, on prend le déjeuner. Justement, donc, il y a certaines personnes qui pensent, si par exemple, ils décident de manger un repas ou bien 2 repas pendant la journée, donc ils mangent une assiette remplie. Donc, à ce moment-là, justement, leurs votes sont remplis. Maintenant, ils sentent que, maintenant, je me sens bien, j'ai bien mangé. Et puis, par exemple, dans la matinée, ils n'ont pas mangé grand-chose, ou bien dans la soirée, ils ne vont rien manger. Donc, c'est préférable de fractionner ce repas-là. C'est-à-dire que dans la matinée, vous mangez quelque chose, même si ton ventre n'est pas bien rempli. Mais vers 11h, bien midi, vous mangez autre chose. Dans l'après-midi, vers 4h, ce que nous appelons le dîner, vous mangez aussi autre chose. Et puis, dans la soirée, 2 heures de temps, avant de dormir, vous mangez quelque chose d'autre. Au lieu de manger beaucoup de nourriture d'un seul coup, parce que ce que vous devez comprendre, si vous mangez trop pendant un repas, donc cela aura tendance à augmenter votre glycémie. Mais par contre, si ce repas-là, vous le fractionnez, vous mangez par exemple après 2 heures de temps la moitié, après 2 heures de temps, vous mangez l'autre moitié, donc ça a tendance à réguler, il ne va pas y avoir un pic glycémique, ça va éviter. Comme le corps a le temps d'assimiler. Justement, le corps aura assez de temps pour digérer cet aliment-là, donc ça va éviter les pics glycémiques. Mais maintenant, si vous mangez beaucoup en peu de temps, maintenant le corps n'aura pas assez de temps pour bien digérer, donc il peut avoir un pic glycémique parce que votre corps n'aura pas assez de temps pour bien assimiler l'alimentation. Donc en fait, c'est que l'alimentation, ça a un impact direct sur la santé. Exactement, il y a un impact direct sur la santé. Si vous mangez mal, donc ça peut non seulement avoir un impact sur votre croissance. Par exemple, un enfant qui mange mal, donc cet enfant-là aura des problèmes, que ce soit en termes de croissance, en termes de développement psychomoteur, mais cet enfant aussi peut avoir des problèmes en termes d'intelligence, donc son cerveau ne va pas bien se développer, il peut développer le crétinisme, ou bien beaucoup de choses qui ont rapport en termes de retard mental, ou bien retard en termes de développement psychomoteur de l'enfant. Donc s'il n'y a pas une bonne alimentation. Je conclue que la bonne alimentation, ça diminue les dépenses. Définitivement. Donc, au niveau de bien-être, l'alimentation reste quand même l'élément fondamental. Parce que, comme on le dit souvent, nous sommes le reflet de notre assiette. Donc, automatiquement, ça a une très forte implication sur les dépenses médicales. Et je sais que les assurances ne couvrent pas l'élément nutritionnel, parce que l'assurance est une assurance maladie. Mais par contre, l'alimentation reste un élément extrêmement important pour les compagnies d'assurance parce que ça permet de réduire les pathologies. Généralement, nous développons des maladies biologiques et ces maladies sont liées à notre façon de nous nourrir. Donc, une bonne alimentation est extrêmement importante. Donc, je pense que les assurances globalement encouragent les gens à aller voir un nutritionniste. Même si je sais que c'est pas nécessairement couvert. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nutritionniste au niveau des prestataires qui sont couverts par les assurances.
Mais par contre, si vous allez voir un médecin nutritionniste, le médecin d'abord va faire une évaluation pour vous, pour regarder quels sont vos facteurs biologiques. Il va regarder le taux de glycémie, sucre, etc. dans votre corps. Et à partir de là, il va adapter une alimentation pour permettre à votre corps de pouvoir se réguler automatiquement à travers cette alimentation. Donc, ça va avoir comme effet bénéfique pour les compagnies d'assurance et le système de sécurité sociale en santé globalement. Ça va avoir l'effet bénéfique de réduire les dépenses de santé. Parce qu'au final, pour moins de personnes malades, ça permet de mieux prendre en charge. Définitivement. Et c'est important parce que globalement, ce qu'on ne comprend pas au niveau des assurances ou les systèmes de sécurité sociale de santé, c'est que on n'est pas là comme pour payer pour des maladies. On veut encourager les gens à avoir une vie en bonne santé. Et ça commence définitivement par une bonne alimentation. Donc moi, je reviens vers notre médecin. Allons dire que j'essaie de planifier ma journée. Je fais un menu que je laisse qu'on va préparer pour moi chez moi. Qui ça pour mettre là-dedans pour savoir que j'ai une bonne alimentation sur la journée? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a au moins trois repas qu'on doit prendre pendant une journée. On a le petit déjeuner, on a le déjeuner, ensuite on a le dîner. Donc cela va varier en fonction du menu en soi que vous voulez prendre ou encore au moment de la journée vous allez consommer le repas. Essayez de prendre un exemple par exemple pour le dîner par exemple ou encore le déjeuner. Pour un repas, là, les Haïtiens couramment aiment le riz par exemple. Si on commence avec le spaghetti, on prend le riz, on boucle ça avec la bouillie. Voilà, donc supposons qu'on commence le petit déjeuner avec du spaghetti par exemple. Donc il est préférable par exemple de mettre quelques fourchettes ou bien de spaghetti dans l'assiette. Ensuite on accompagne ça par exemple avec du salade ou encore d'autres éléments qui permettent de faire un équilibre en termes dans l'assiette. Par exemple, si quelqu'un par exemple prend une assiette de spaghetti qui est remplie de spaghetti, ensuite on met juste un œuf et puis cette personne-là ne consomme pas une alimentation équilibrée. Par exemple, le spaghetti est très riche en glucides. Donc on va avoir une personne qui consomme effectivement du spaghetti mais avec un repas qui est très glucidique, donc qui est très riche en glucides. Maintenant, si on compare avec une autre personne qui effectivement a cette même assiette de spaghetti, mais maintenant il va prendre cette assiette, elle va diviser en deux. Maintenant, dans cette assiette-là, on va mettre par exemple un quart de l'assiette, on va mettre du spaghetti. Ensuite, dans l'autre quart, on peut mettre par exemple des aliments qui sont plutôt riches en protéines. Par exemple, on peut avoir une sauce de viande par exemple qui accompagne l'autre quart qu'on a. Ensuite, dans l'autre moitié de l'assiette, on peut avoir par exemple des salades qu'on met pour compléter l'assiette. Donc en gros, dans l'assiette, on va diviser en 3 parties. La moitié sera composée de salade. Ensuite, dans l'autre moitié, on va avoir du spaghetti et ensuite on peut avoir des protéines qui accompagnent le plat. Maintenant, à ce moment-là, on a un petit déjeuner, mais un petit déjeuner qui est équilibré. Au lieu d'avoir un petit déjeuner avec une autre personne où l'assiette en soi est composée uniquement bien à 90% de spaghetti, on a une autre personne qui a cette même assiette avec cette même dimension, mais par contre, cette même assiette, on a seulement un quart de l'assiette qui est composée de spaghetti. Ensuite, les 3 quarts, c'est autre chose qu'on va mettre qui permet un équilibre. Parce que quand on a la moitié de l'assiette qui a des salades, ce qui va se passer, l'index glycémique qu'on a dans le spaghetti va être diminué par les salades qu'on va ajouter, qui sont en proportion presque égale par rapport au spaghetti. Mais si on a exclusivement du spaghetti, on va avoir un aliment qui est exclusivement riche en sucre, ensuite on ne va pas avoir un équilibre. Avant de passer à notre prochain point, je voulais accentuer sur quelque chose. Là, on a parlé de spaghetti, de riz, ce sont des choses qu'on consomme beaucoup en Haïti, mais justement en Haïti, on consomme beaucoup de sucre, beaucoup de sel et on mange gras. Exactement. L'un des principes de base en nutrition, c'est éviter de manger trop gras, éviter de manger trop salé, éviter de manger trop sucré. Parce que l'excès entonne, comme on le dit couramment. Donc, si vous mangez beaucoup trop de sucre, par exemple, je sais qu'il y a des Haïtiens qui consomment beaucoup de maggi, beaucoup de cubes. Donc, ces choses-là sont très destructrices là parce que ils sont très riches en sel.
Et si vous voyez par exemple les jus que nous consommons, et si par exemple ce jus-là que nous consommons là, nous n'ajoutons pas du sucre en excès, nous n'allons pas nous sentir à l'aise. Et même le café que nous consommons, des fois, si on ajoute du sucre et on ne sent pas le sucre dans le café, on va dire que le café n'est pas sucré. Est-ce que vous comprenez? Alors que dès qu'on ajoute du sucre, donc on n'est pas obligé de prendre le goût du sucre. Si vous buvez quelque chose et vous prenez le goût du sucre, donc cela sous-entend que c'est trop sucré. Donc vous ne devez pas prendre le goût du sucre. Donc vous devez tout simplement savoir que, ok, vous ajoutez du sucre pour diminuer peut-être le goût et du jus, ou du moins pas le goût du jus, mais de préférence pour diminuer peut-être, pour améliorer la saveur. Pour améliorer la saveur, peut-être si c'est un petit peu amer, si c'est un petit peu acide, pour diminuer peut-être cette saveur là que vous ressentez. Mais si vous ajoutez du sucre et vous ressentez que c'est tellement sucré, c'est comme un sirop que vous sentez sur la langue, donc cela sous-entend que c'est trop sucré. Mais l'autre volet, justement, quand ce qui va de pair avec l'alimentation, c'est l'exercice physique. On a ces gens-là qui se nourrissent, bon, on va dire, pas assez bien, et qui quand même ont un style de vie assez sédentaire, qui ne bougent pas et qui ne font pas d'exercice. Le sport est capital et très important, si j'ose dire, pour la nutrition. Par exemple, si vous consommez un aliment qui soit riche en glucides, ou bien qui soit riche en protéines, ou bien qui soit riche en lipides, c'est-à-dire que si vous avez un excès de sucre dans votre corps, donc l'une des méthodes ou bien l'un des moyens qui permet d'éliminer le sucre en excès, c'est le sport, c'est l'activité physique. Donc plus vous faites du sport, donc c'est plus ça vous permet d'éliminer les mauvaises graisses, ça vous permet d'éliminer les excès de glucides que vous avez dans l'alimentation que vous avez consommé précédemment. Donc ça vous permet aussi de gérer votre poids pour avoir une corpulence qui soit le plus normale que possible. Parce que si vous consommez beaucoup de sucre, ou du moins vous avez beaucoup de graisse, donc vous serez en surpoids. Donc si vous faites du sport, donc cela vous permettra d'avoir un équilibre corporel où vous n'allez pas avoir un excès de poids. Donc c'est extrêmement important de pratiquer une activité physique régulière. On recommande 30 minutes d'activité physique par jour. En une semaine, on peut dire en moyenne 150 minutes d'activité physique. Ok, en une semaine. Donc c'est important le sport parce que ça permet de brûler les graisses. Ça permet aussi, surtout nous avons une culture où nous consommons beaucoup de sel. C'est aussi l'un des moyens d'éliminer aussi le sel en excès que nous avons. Par exemple, quand vous transpirez, vous éliminez beaucoup de sel. Ouais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je déconseille par exemple aux personnes de prendre beaucoup de boissons réhydratantes. Parce que les boissons réhydratantes, par exemple, que vous consommez, ils sont très riches en sel. Par exemple, les sportifs, les personnes qui font beaucoup de sport, donc ils se réhydratent. Donc le fait qu'ils font beaucoup de sport et ils perdent beaucoup de sodium, donc on fabrique des boissons qui sont riches en sodium pour qu'on puisse remplacer cette perte de sel qu'ils font lorsqu'ils font beaucoup de sport. Mais maintenant, si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que vous ne sortez pas et vous buvez des boissons qui sont riches en sodium, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une accumulation de sodium dans votre sang. Donc c'est important d'éviter les boissons réhydratantes parce que les boissons réhydratantes sont le plus souvent riches en sodium parce que ça permet de réhydrater lorsque vous perdez beaucoup de sodium quand vous faites du sport. Mais si vous n'êtes pas des sportifs ou bien vous ne faites pas du sport intense et vous prenez ces boissons-là, cela va vous détruire timidement, en petit feu, parce que c'est pas fait pour les personnes qui sont sédentaires. Mais là, je pense au fait que très souvent, les gens c'est comme pour les maladies, on attend d'être malade, ou bien les gens attendent qu'ils soient déjà en surpoids pour commencer avec le sport, ou bien c'est l'heure où vous voulez en forme qu'ils font le sport, mais ça ne fait pas partie de leur quotidien, alors que c'est très important en fait pour éviter les maladies, éviter d'avoir tout le temps recours aux assurances. Définitivement. Et il y a beaucoup de publicité. Si vous suivez les chaînes étrangères, vous allez voir et les systèmes de sécurité sociale globalement font beaucoup de publicité pour dire manger très peu de sucre, très peu de sel, faire des activités physiques. Et il y a même des programmes de sensibilisation, d'éducation pour aider les gens à comprendre comment c'est important de maintenir leur santé, leur bien-être. Donc, pour nous, au niveau de l'assurance,
c'est un facteur qui est essentiel, particulièrement lorsque ça va devenir un facteur de morbidité. Donc, c'est mieux de faire ces activités pour ne pas développer ça. Mais quand ça va devenir un facteur de morbidité, donc à ce moment, nous prenons en charge les examens. Et quand vous avez un déficit nutritionnel, et si ça entraîne une maladie, eh bien, automatiquement, on couvre les vitamines et les compléments nutritionnels pour vous aider à retrouver cet équilibre. Mais ça ne veut pas dire à titre préventif, que la compagnie, que l'assurance va continuer à vous rembourser des médicaments. C'est un travail que vous devez faire sur vous pour commencer Exactement. à regarder ce que vous mangez, à regarder votre niveau d'activité. Exactement. Donc, et c'est là que nous encourageons les gens à faire ces activités physiques, à avoir une alimentation saine et équilibrée pour ne pas nécessairement arriver à développer certaines pathologies. Donc, le conseil d'aller voir un nutritionniste et de faire des activités reste quand même essentiel pour les compagnies d'assurance afin de réduire les dépenses médicales de santé globalement. Mais là, que ce soit l'alimentation ou les activités physiques en soi, ça pour moi, je vois très bien que ça dépend surtout de la personne. Le travail doit être fait pour la personne en soi. Mais aussi la gestion du stress. En Haïti, où que le stress est vraiment... C'est difficile d'échapper au stress. Et là, tu as beau essayer de te préparer mentalement, c'est quand même très, 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 très difficile de se couper de ça. Donc, et pourtant, ce n'est pas une maladie qui est visible. Donc, comment est-ce que vous-même vous abordez ça? En fait, le stress, en général, c'est quelque chose qui a des conséquences néfastes sur l'organisme. Parce que le stress, non seulement si on n'est pas malade, le stress peut amener chez la personne, peut faire développer chez la personne une maladie, mais si on est déjà malade aussi, le stress peut aggraver ou bien compliquer la maladie qu'on a déjà. Donc l'essentiel serait quelqu'un qui se sent stressé, surtout nous vivons dans un environnement qui n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a comme signe pour le stress? Le plus souvent, une personne qui est stressée va développer des signes comme par exemple, il va avoir le plus souvent, dans les cas extrêmes, des palpitations, il peut avoir aussi un sentiment de panique, il peut aussi avoir des fois des céphalées, cela va dépendre et du niveau de stress que gère la personne, mais aussi cela aussi peut développer des situations où la personne va développer des complications qui sont encore beaucoup plus graves que ça, à un niveau que la personne peut même développer des troubles mentaux. Tout dépend du niveau de stress ou bien si la personne n'arrive pas à gérer cet état de stress qu'il est en train de traverser. On dit justement qu'il y a certaines pathologies qui sont très souvent liées au stress. Bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui est hypertendu, par exemple, ou bien qui est diabétique, si cette personne-là est très stressée, c'est prouvé scientifiquement que le stress peut compliquer le diabète, par exemple, ou bien l'hypertension artérielle. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, ça peut augmenter les risques, par exemple, que la personne ait un AVC, par exemple. Ou bien ça peut compliquer ou bien augmenter les risques pour que cette personne-là ait, par exemple, une crise cardiaque. Donc, il y a beaucoup de complications qui peuvent découler du stress et qui sont liées à des pathologies chroniques que la personne possède. Mais si le stress n'est pas bien géré, donc ça peut aboutir à ce genre de complications-là. Mais quelqu'un qui, par exemple, n'est pas diabétique ou bien n'est pas hypertendu et qui est souvent stressé, ça peut aboutir à des névroses. Et ces névroses, s'ils ne sont pas traités, peut aussi conduire à des psychoses aussi. Ouais. Là, dans un des premiers épisodes qu'on avait enregistré, justement, on avait parlé du bien-être et combien que le bien-être mental était tout aussi important que le bien-être physique. Définitivement. C'est pour ça, au niveau des assurances, il y a l'aspect de la santé mentale qui est importante. Et comme docteur Varin l'a déjà souligné, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont liées pas nécessairement à un trouble physiologique, mais beaucoup plus à une situation qui est liée au stress. Donc, il y a beaucoup de pathologies. Donc, ça veut dire, si vous n'allez pas voir un psychiatre ou un psychologue, vous allez continuer à faire des dépenses médicales et vous n'allez jamais être guéri, finalement, parce que le problème n'est pas nécessairement d'origine physiologique ou biologique, mais le problème est surtout d'ordre mental. Et c'est là où les compagnies d'assurance, nous avons fait l'effort pendant ces 3 dernières années à cause de la situation qu'on traverse au niveau du pays et cette stress chronique, cette situation que nous sommes en train de vivre. Beaucoup d'employés
arrivent au bureau vraiment en subissant beaucoup de traumatismes sur le chemin, que ce soit lié à l'insécurité, le kidnapping et les déplacements forcés. Donc, des compagnies d'assurance aujourd'hui, en plus des soins psychiatriques, nous couvrons également des soins psychologiques. Donc, ça veut dire des séances psychologiques pour accompagner les assurés, particulièrement pour les aider à se prendre en charge, à renforcer leurs capacités, leurs ressources internes, personnelles pour pouvoir gérer leur stress et ne pas subir totalement. Et au final, c'est leur organisme qui va payer le prix. Donc en fait, la personne lambda, elle doit surveiller son alimentation, elle doit s'assurer de rester active, elle doit gérer son niveau de stress et malgré ça, il faut le faire suivre tout pour aller au docteur. En effet, parce que notre pays vit une situation assez stressante. Donc on est tous témoins qu'il y a des informations ou bien il y a certaines situations qui arrivent à nos poches qui des fois peuvent nous stresser. Donc c'est pourquoi les personnels de santé sont importantes. Il faut toujours voir un personnel de santé si on ne se sent pas bien, si on a des malaises, si on se sent stressé. Ça peut aussi aider à diminuer. C'est là l'importance de l'aspect préventif. La prévention. Parce que si on voit un psychologue, si on voit par exemple quelqu'un qui est diabétique, d'abord on voit le médecin ou bien l'interniste qui fait la prise en charge de la pathologie en question. Ensuite, cette personne-là, si il n'y a pas de complications, bien après évaluation, on peut vous référer vers un psychologue maintenant qui va évaluer, qui va essayer de faire des psychothérapies pour vous aider à gérer le stress. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas vous demander de laisser le pays. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas laisser le pays. Donc, on est déjà dans un environnement qui est stressant qu'on ne peut pas éviter. Donc, l'important, c'est de développer des mécanismes qui nous permettent de nous adapter à cette réalité pour que cette réalité-là ne nous détruit pas ou bien cette réalité-là ne développe pas des situations qui vont encore aggraver la pathologie ou bien le problème que nous avons déjà. Non, mais là, on parle de prévention. Ouais. J'entends souvent parler de bilan. Donc, il y a des gens qui font des bilans de santé. Est-ce que les bilans de santé, on fait ça à quelle fréquence? En fait, les bilans de santé, cela va dépendre. Le plus souvent, si la personne est venue en consultation, donc la première chose qu'on va faire, c'est les bilans pour voir quel est l'état de santé réel de la personne. Parce que il y a certaines choses qui sont peut-être qu'on va ressentir par rapport aux signes ou bien symptômes qu'on va dire au médecin. Donc, ce sont déjà des signes précurseurs qui nous disent déjà qu'on a un problème. Mais il y a certaines choses, c'est à partir des bilans qu'on va les déceler. Donc, on peut ne rien ressentir. On peut, par exemple, ne pas sentir de boule émotionnelle. On se sent normal. Et puis, quand on fait les examens des yeux, on voit qu'on a un début d'infection urinaire, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose déjà. On n'avait pas les symptômes, mais quand on fait les bilans, on voit que ça a déjà commencé. Ça permet de faire la prévention, ou du moins de débuter avec le traitement le plus précoce que possible pour que c'est pas quand ça arrive à un stade avancé ou bien un stade où il y a déjà les complications, c'est à ce moment-là qu'on va faire le traitement. Donc, c'est encore mieux pour éviter. C'est là l'importance des bilans. Mais l'autre importance aussi que les bilans offrent, c'est que les bilans donnent la possibilité d'avoir une idée globale pour voir quelle est la suite par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour la personne. Est-ce que cette personne-là, on va continuer à le suivre par rapport à des complications qu'on a décelées, ou bien est-ce que c'est une personne qui est en bonne santé et qu'on va juste demander par exemple de faire des exercices physiques pour surtout aller vers l'aspect préventif pour ne pas tomber malade au lieu d'aller vers l'aspect curatif qui est des médicaments qu'on va donner à la personne. Quand on reste dans notre réalité, le plus souvent, les gens vont voir un médecin quand ils sont malades. Mais bon, il y a quelques rares personnes, je connais quelques-uns, qui régulièrement font leur bilan. Mais je voulais vous demander de votre côté, quels sont les contrôles de base que vous pensez qui sont les plus négligés? Des contrôles que les gens devraient régulièrement faire, mais que vraiment, il y a très peu de gens qui pensent à le faire. Je pense que chaque 6 mois, à peu près, une personne devrait au moins faire les bilans de base. Par exemple, pour faire un bilan sanguin, par exemple, pour faire un électrocardiogramme, pour surtout les personnes qui sont dans la quarantaine. Par exemple, ça varie aussi par rapport aux tranches d'âge. Par exemple, quelqu'un qui est jeune, je ne vais pas lui demander de faire un ECG, qui est un examen pour voir comment fonctionne le cœur.
Mais par contre, un enfant ou bien un adolescent, on peut toujours voir comment est son hémogramme, comment sont les urines, est-ce qu'il n'y a pas d'infection, est-ce qu'il n'y a pas des examens, est-ce qu'il n'y a pas des pathologies qui sont liées à l'enfance. Mais quelqu'un qui est par exemple dans la trentaine ou bien la quarantaine, on va peut-être voir de manière beaucoup plus avancée. Ok, surtout selon aussi l'aspect physique de la personne. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, donc c'est pas la même approche qu'on va en faire avec quelqu'un qui a déjà une corpulence normale. Par exemple, quelqu'un qui est obèse ou bien les comorbidités aussi de la personne. Quelqu'un par exemple qui a un antécédent de diabète ou bien d'HTA, c'est pas la même approche qu'on va faire avec quelqu'un qui n'a pas d'antécédent de pathologie chronique connue. Mais même des fois, il y a des gens qui n'ont même pas encore la maladie, mais il y a des maladies qui sont héréditaires quand tu sais qu'il y avait ça dans ta famille. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui a eu un antécédent de cancer du sein, par exemple, dans sa famille. Donc, c'est quelqu'un-là doit se faire dépister annuellement pour voir est-ce que il n'y a pas les gènes de ce cancer-là, est-ce qu'il n'y a pas des prémices, c'est-à-dire des signes qui permettent plus ou moins de dépister le plus tôt que possible cette pathologie pour essayer d'éviter les complications. Donc ça aussi c'est important. Là, quand on parle de suivi médical, c'est justement là où les assurances et les autres déterminants de santé vraiment se rencontrent. Définitivement. Et c'est très important, et Daphné, je pense que nous vivons une situation très particulière au niveau du pays, et le conseil serait que il ne faut pas nécessairement attendre qu'on tombe malade pour décider d'aller voir le médecin. Vous imaginez, ça fait déjà pratiquement presque 6 à 7 ans que nous sommes en train, notre organisme est en train de subir tout ce coup. Donc, c'est important d'aller voir un médecin pour faire un bilan. Je sais que les compagnies d'assurance, globalement, nous couvrons les maladies, je le dis souvent, mais l'aspect préventif est tellement important parce que ça va nous permettre de réduire des dépenses importantes, des dépenses majeures qui pourraient venir à l'avenir. Donc, aujourd'hui, beaucoup de compagnies d'assurance, et particulièrement chez nous, nous couvrons les soins préventifs. Nous donnons un montant forfaitaire par année pour les soins préventifs. Et en termes de soins préventifs, vous entendez quoi exactement? En termes de soins préventifs, justement, nous couvrons la vaccination des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans en termes de soins préventifs. En termes de soins préventifs, nous couvrons des bilans de santé aussi. Si donc ce serait à une fréquence annuelle ou... À une fréquence annuelle, exactement. À une fréquence annuelle, nous couvrons les soins préventifs. De manière précoce aussi, nous accompagnons les parents pour détecter des cas, des maladies redoutables comme le cancer. Donc, nous encourageons les hommes de plus de 40 ans à faire un PSA, et qui est l'antigène prostatique, parce que c'est le risque le plus fréquent pour les hommes, c'est le cancer de la prostate. Comme pour les dames de leur côté, c'est le cancer du col, justement. Donc, nous encourageons les femmes aussi, et nous couvrons à titre préventif le pap test, ou peut-être des mammographies, ou peut-être d'autres examens qui peuvent détecter aussi les cancers des ovaires, comme le CA125, et pour détecter. Donc, nous couvrons par année ces examens à titre préventif. Il y a 2 aspects au niveau de la prévention. Il y a la prévention active, c'est-à-dire c'est toutes les mesures que vous prenez pour empêcher que votre corps ne développe pas la maladie. Par exemple, les activités physiques, une bonne alimentation, la vaccination aussi, c'est une mesure assez active. Ça veut dire vous développez les anticorps chez la personne pour pouvoir bloquer la maladie si elle devrait être en contact avec le virus. Donc, la vaccination. Par contre, il y a aussi la prévention passive aussi. Parce que quand vous allez, par exemple, faire un pap test, ça vous dit oui ou non si vous avez le pap test ou pas. Ça n'empêche pas d'attraper le virus. Mais donc, nous couvrons généralement et la prévention passive particulièrement avec le montant forfaitaire par année. Donc, le suivi médical est important. Votre corps ne peut pas tenir tout seul. Et après tant d'années, c'est important d'aller faire au moins une consultation médicale pour savoir où est-ce que vous en êtes.
Ouais, c'est très souvent, les gens se disent que bon, ils n'ont pas ça dans leur budget, ils n'ont pas d'argent, mais bon, il faut leur rappeler que L'assurance, c'est la bobo. le suivi, faire le suivi régulièrement, ça va toujours coûter moins cher que si tu tombes malade. Ah oui, Si tu définitivement. tombes malade, définitivement. ça peut entièrement te décapitaliser. Et c'est là pour nous l'aspect du réseau. Le réseau médical a cet aspect préventif. Le fait pour vous d'avoir accès à un réseau médical où vous pouvez payer uniquement 20% pour vos examens, vous pouvez payer 20% pour votre visite médicale, eh bien, faites le suivi pour être sûr et aussi pour pouvoir anticiper et bloquer s'il y a quelque chose qui devrait devenir beaucoup plus sérieux dans l'avenir. Là, avant de boucler cet épisode, on va parler de notre détail qui est vraiment, de notre déterminant de la santé qui est vraiment très important, c'est le sommeil. Il est vraiment très souvent négligé. Très souvent, les gens se disent qu'il faut qu'ils travaillent, les élèves doivent étudier, ils n'ont pas le temps de dormir. Dès qu'il y a on relève toujours le sommeil au dernier plan. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on va sacrifier, au final, c'est le sommeil. Ma bâtonne à soir parce que je dois travailler, parce que je dois étudier, etc. Mais par contre, le sommeil est vraiment très important. Donc, quels sont les impacts qu'un mauvais sommeil peut avoir sur la santé sur le long terme? Premièrement, on doit savoir que le sommeil est très réparateur. Donc, c'est-à-dire que c'est à partir du sommeil que l'organisme va prendre son temps pour corriger certaines choses, pour essayer de se reconstituer après une journée surchargée où on a fait des tas de choses. Maintenant, pendant qu'on se repose, il y a une partie du cerveau qui lui aussi essaie de se reposer. C'est à ce moment aussi on va brûler moins d'énergie parce que le corps n'est pas trop actif, parce qu'on est au repos. Mais maintenant, c'est à partir de ce moment-là que l'organisme va aussi profiter pour se rebooster, pour essayer de se restructurer, pour essayer de se revitaliser. Maintenant, si on ne dort pas, ce qui va se passer, c'est que on va se sentir très fatigué. La première chose, on va se sentir souvent très fatigué parce que on ne dort pas assez. Parce que c'est à ce moment-là que le corps doit se reposer, on ne le fait pas. Maintenant, on va se sentir fatigué, on va se sentir des fois déprimé, on va se sentir sur les nerfs parce que l'organisme ne se repose pas suffisamment. C'est pourquoi il est recommandé de dormir en moyenne 7 à 8 heures de temps par jour. Parce que si on ne dort pas, c'est sûr qu'on va être peu productif aussi. Parce que si le cerveau ne se repose pas suffisamment, l'organisme ne sera pas en mesure de réaliser ce qu'il avait l'habitude de réaliser. Par exemple, on va avoir une perte de concentration. On peut parler avec la personne pendant la journée et puis à un moment donné, non seulement la personne peut ressentir une céphalée, ce qu'on appelle un mal de tête, donc ça va provoquer un mal de crâne chez la personne, on ne va pas se sentir à l'aise. Ensuite, on peut avoir aussi un manque de concentration. On est en train de parler maintenant, on ne peut même pas se concentrer sur une chose pour travailler. Donc, c'est très important de se reposer parce que ça peut avoir des répercussions dévastatrices sur l'organisme. Donc, dans tout ça, c'est que quand tu dors, quand tu manges bien, que tu t'assures de rester actif, tu gères ton stress et tu t'assures de dormir aussi, ce qui est très important, c'est que là, tu réduis tes dépenses en matière de santé. C'est un investissement. Hein? Définitivement. Et ça, c'est extrêmement important pour votre bien-être. Prenez soin de vous-même. Il y a un dernier conseil que vous aimeriez donner à notre audience? Ce que je vous suggère, c'est éviter les excès de table. Éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré et surtout favoriser, consommer beaucoup de fruits et de légumes. Souvent, on dit consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Les fruits et les légumes sont très importants pour notre organisme parce que ça permet de rester en bonne santé et ça permet aussi d'avoir une alimentation qui sera le plus équilibrée que possible. Et surtout, pratiquer une activité physique régulière et n'oubliez pas, dormir suffisamment. Et je l'avais dit tantôt, il faut dormir 7 à 8 heures de temps par jour. Si vous ne dormez pas suffisamment, donc le corps vous n'aurez pas assez d'énergie pour travailler, vous aurez beaucoup de symptômes, beaucoup d'autres maladies qui peuvent en découler. Donc il faut dormir suffisamment car le sommeil est très réparateur. Les déterminants sociaux, ils nous montrent vraiment que la santé, c'est quelque chose qui se construit, c'est un travail permanent que
on doit d'abord faire, parce que l'assurance, ça vient bien entendu pour vous accompagner dans les cas de maladie, mais avant tout, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Définitivement. Et là encore, j'invite nos téléspectateurs à rester branchés avec nous parce que nous parlons de bien-être, tout ce qui est important pour votre bien-être. Et aujourd'hui, nous avons abordé la question des déterminants de la santé, des déterminants du bien-être. Donc, prêtez attention, surveillez votre alimentation, faites des activités physiques, gérez votre stress. Surtout, un suivi médical est important. Ne faites pas confiance uniquement à votre corps. Donc, c'est important de faire un bilan pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et dormez, ça répare le corps. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi au Dr Varin d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pu apporter toutes ces réponses pour vous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous allons continuer notre voyage sur le bien-être.